Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Tu te souviens de Red Shadow Legend? Non? Bah dis donc, la mémoire c'est pas ton truc mon con. Red Shadow Legend, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur qui te permet de collectionner des champions et de les faire s'affronter dans des combats au tour par tour dignes des plus grands classiques du genre. Avec tes 500 champions à collectionner qui disposent tous de leurs propres compétences bien spécifiques, tu ne trouveras jamais de champions identiques et ça t'ouvre le champ des possibles pour constituer l'équipe de tes rêves. Une vraie folie ma gueule. Et c'est dispo sur Android, iOS et PC, t'as aucune excuse pour pas y jouer, sauf si t'as toujours ton vieux Nokia. Là j'avoue ça va être compliqué mon gars. Une des grandes qualités du jeu, c'est que son contenu est mis à jour et augmenté très régulièrement. Et ce mois-ci, Red vient de sortir la forge des artefacts, où tu vas pouvoir directement fabriquer tes artefacts. Ça paraît logique ouais. En plus de la forge, un tout nouveau système de quêtes avancées avec des récompenses incroyables et bien évidemment de nouveaux champions. Cerise sur le gâteau, la Doom Tower est en plein développement. C'est pas beau ça? C'est même magnifique je dirais. En parlant de magnifique, regardez-moi ces graphismes. On se croirait sur PS5 et pourtant c'est juste un iPhone 7. Les animations sont fluides et c'est hyper agréable et dynamique. Un vrai plaisir de jeu. Et tu sais c'est quoi le meilleur dans tout ça? C'est que c'est complètement gratuit. Cliquez sur le lien dans la description et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 100 000 pièces d'argent et un incroyable champion totalement gratuit. Regardez-moi ce badass. Et attention, c'est dispo que les 30 prochains jours, alors pas de temps à perdre. Tous trésors vous attendent dans la boîte de réception du jeu, accessible juste là. Amuse-toi bien, et de rien ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard. C'est déjà le mois d'octobre et qui dit octobre dit Halloween. Du coup j'ai eu envie de vous parler d'un film de John Carpenter. Carpenter, Halloween, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. On va parler de The Thing. En août 1938, les lecteurs du magazine Outstanding Science Fiction, recueil mensuel rassemblant divers récits de science-fiction donc, découvrent la nouvelle Who Goes There, écrite par John W. Campbell, lui-même éditeur du magazine. Dans cette nouvelle, un groupe de scientifiques établis au sein d'une base de recherche en Antarctique découvre le corps congelé d'une créature extraterrestre qu'ils ramènent au sein de leur avant-poste. Bien vite, la créature se réveille, mais la vraie mauvaise nouvelle, c'est qu'elle peut changer d'apparence à volonté, créant une copie parfaite de ses victimes. Traduite en France en 1955 sous le titre La bête d'un autre monde, Who Goes There fut extrêmement bien accueillie par tous les amateurs de science-fiction littéraire et sera reconnue en 1973 comme une des nouvelles de SF les plus influentes, importantes et mémorables par l'organisation Science Fiction and Fantasy Writers of America. Et franchement ouais, je confirme, c'est très cool à lire, je recommande. Et à tous ceux qui aimeraient découvrir cette fabuleuse nouvelle, les éditions du Bélial en éditent une toute nouvelle traduction début novembre, et comme ils sont hyper généreux et que bah moi aussi un peu quand même, on a décidé de vous faire gagner 5 exemplaires. Rejoignez-moi en fin de vidéo pour en savoir plus. Bien évidemment, un tel succès ne pouvait pas laisser l'industrie hollywoodienne indifférente, et en 1951, la nouvelle est adaptée au cinéma sous le titre The Thing from Another World, ou La chose d'un autre monde. Réalisé par Christian Nyby mais grandement supervisé par Howard Hawks pour la RKO, le film a fait forte impression à l'époque et est encore aujourd'hui considéré comme un classique du genre. Alors on va pas se mentir, ça n'a pas très bien vieilli, mais c'est très intéressant à regarder avec nos yeux de spectateurs d'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que pour les spectateurs de l'époque, ce film était terrifiant. C'est donc assez marrant de constater à quel point notre perception des images a pu évoluer. Aujourd'hui, on est habitué à tout et ça devient même compliqué d'arriver à effrayer le public. Mais dans les années 50, ça, c'était le summum de la terreur. Et je trouve ça fascinant. Bref, regardez-le pour la culture. En 1976, le producteur Stuart Cohen, fasciné par la nouvelle qu'il a lue à l'âge de 12 ans, décide d'aller voir le producteur David Foster de Thurman Foster Productions et lui propose de travailler avec lui sur une nouvelle adaptation. L'idée étant de ne pas faire un remake du film de 51, mais d'adapter la nouvelle de façon beaucoup plus fidèle. En effet, dans le film de Christian Nyby, il n'était absolument pas question d'une créature métamorphe, mais d'une sorte d'homme-légume quasi indestructible et un poil soupolé. Excite donc l'aspect paranoïaque qui faisait tout le sel de la nouvelle. Foster accepte et, étant sous contrat avec le studio Universal, il soumet à son tour le projet au studio, qui achète les droits de la nouvelle. La machine est donc lancée. Plus ou moins. À ce moment-là, Stuart Cohen aimerait beaucoup confier la réalisation du film à son ami John Carpenter, avec qui il a fréquenté l'USC School of Cinematic Arts, mais le studio dit non. Le problème étant que Carpenter est encore loin d'avoir fait ses preuves. En effet, en 1976, il n'est que le réalisateur de Dark Star, un ambitieux film étudiant dont on a déjà parlé dans ma rétro sur Alien, et de Assaut, un excellent film d'action tourné pour 3 fois rien, mais au succès plus que mitigé lors de sa sortie aux USA. Les producteurs se mettent donc à chercher des candidats potentiels parmi les réalisateurs sous contrat avec la Universal. C'est parti pour le défilé. Dans un premier temps, c'est Toby Hooper qui hérite du projet avec son scénariste Kim Henkel. Les deux hommes ont en effet cartonné avec Massacre à la tronçonneuse 2 ans plus tôt, et le studio est plus que partant à l'idée de leur confier les rênes du long métrage. Sauf qu'après avoir lu la nouvelle de Campbell, les deux hommes ne sont pas convaincus. En effet, cette histoire de créature métamorphe ne les intéresse pas, et ils préfèrent plutôt s'inspirer librement de la nouvelle, quitte à en modifier grandement l'intrigue. Le résultat, une sorte d'aventure épique à la Moby Dick dans laquelle un groupe d'hommes se retrouve confronté à une énorme créature extraterrestre. Le script ne convainc personne, et les producteurs remercient donc Hooper et Henkel, qui partent vers d'autres horizons. Le deuxième réalisateur approché est John Landis. Plutôt connu pour ses comédies, il était alors en pleine post-production de American College et passa donc son tour. Le producteur David Foster pense alors à l'auteur et dramaturge David Wells. Il le contacte et ce dernier se met au travail, mais il finit par laisser tomber. La raison, ce projet ne correspond pas à son image d'auteur sérieux. Et condescendant avec ça.
Nouveau candidat, William F. Nolan, auteur de la série de romans L'Âge de Cristal, ainsi que de son adaptation au cinéma réalisée par Michael Anderson. Ce dernier rédige donc un traitement, mais une nouvelle fois, les producteurs ne sont pas convaincus et Nolan quitte le projet. Suivant. Le problème de toutes ces versions, c'est qu'elles se refusaient à mettre en scène l'aspect métamorphe de la créature, ce qui constituait pourtant l'intérêt principal de l'histoire. Toujours est-il que nous sommes désormais en 1978, et suite à ces échecs consécutifs, Universal décide de mettre un frein au projet, qui finit au placard. Et puis Alien est arrivé. En mai 1979, Alien sort sur les écrans, et le chef-d'œuvre de Ridley Scott mettant en scène une créature extraterrestre pas commode obtient le succès qu'on connaît. Cohen et Foster y voient alors l'opportunité rêvée pour relancer le projet, et Universal accepte, emballé par la perspective de produire sa réponse à Alien. Et comme en 79 John Carpenter a désormais un énorme succès à son actif avec Halloween sorti un an plus tôt, le studio lui confie les rênes sans problème. Sauf que Carpenter hésite. Grand fan de Howard Hawks et du film original, il a peur de la comparaison et doute de pouvoir le surpasser. Dans son film Halloween, film d'horreur culte des années 70 qui a lancé la vague des slashers, on peut voir le personnage de Laurie, incarné par Jamie Lee Curtis, regarder la chose de notre monde à la télé. Un signe du destin. Du coup Carpenter, il est intimidé par le projet et n'est pas sûr d'accepter. Mais son ami Stuart Cohen insiste et lui demande de relire la nouvelle de Campbell en précisant bien que c'est elle qui allait servir de modèle et pas le film original. Rassuré, Carpenter accepte donc la mise en scène du projet qui constituera son premier film de studio. En plus c'est génial, ça fait d'une pierre deux coups comme ça, vu que Carpenter est scénariste, il va pouvoir écrire l'adaptation. Sauf que non, Carpenter ne souhaite pas rédiger le script. Chou blanc donc. En effet, le réalisateur vient de passer plusieurs semaines à travailler sur un scénario nommé Philadelphia Experiment, et s'il était plutôt satisfait des deux premiers actes, le troisième était très loin de lui convenir. Ainsi, après s'être arraché les cheveux en tentant de régler le problème en vain, il fut dégoûté de l'écriture pendant quelques temps. Carpenter partit donc tourner The Fog pendant que Stuart Cohen et David Foster reprirent leur chasse aux scénaristes. Bon bah, c'est reparti. Richard Matheson, dont j'ai déjà parlé dans ma rétrospective sur Les Dents de la Mer 3, est approché, mais l'auteur refuse le moindre meeting, n'ayant aucune envie d'être attaché à un projet ayant comme titre The Thing. Bien d'autres scénaristes sont approchés, mais une fois de plus, les producteurs semblent avoir du mal à trouver la perle rare. Et puis Stuart Cohen évoque Bill Lancaster, fils de l'acteur Burt Lancaster. À son actif, le script de la comédie sportive La Chouette Équipe, grand succès critique et financier qui avait obtenu le Writer Guild Award de la meilleure comédie en 77. Très fan du film et de son scénario, Cohen arrange donc un meeting avec Lancaster, sauf que ce dernier n'a jamais lu la nouvelle et n'est pas chaud à l'idée d'écrire un remake du film de 51. Ce à quoi Stuart Cohen répond: Arrêtez de me casser les couilles avec le film de 51, putain. Après avoir lu la nouvelle, Lancaster est emballé. Il fait part de sa vision du script au producteur ainsi qu'à Carpenter, et bingo, les visions concordent enfin. Ils prennent ainsi de nombreuses décisions concernant le script, comme de faire de tous les personnages des hommes, de réduire leur nombre à 12, ce qui est un changement drastique comparé à la nouvelle qui en compte 37 en tout, et de supprimer la télépathie, censée faire partie des caractéristiques de la chose dans la nouvelle. Après avoir pris des notes, Lancaster part écrire pendant 6 semaines, et revient avec les 30 premières pages du script, qui sont accueillies avec grand enthousiasme par l'équipe. Il se remet donc au travail, rend son premier jet au printemps 80, et les réactions sont dithyrambiques. Pour Carpenter, c'est même carrément le meilleur script qu'il n'ait jamais lu. Du coup, l'équipe décide de frapper fort en présentant le script au studio. Pour ce faire, ils engagent 2 comédiens, leur fournissent des parquets et des raquettes à neige, leur confient une glacière remplie de glace pilée contenant le script, et leur demandent d'aller remettre la glacière en main propre à Ned Tannen, le président du studio. Ne restait plus qu'à attendre son approbation. Résultat, le studio est emballé, le script fonctionne, et une date de sortie est calée pour l'été 82. Il aura fallu 4 ans pour en arriver là, mais cette fois c'était officiel, la production pouvait démarrer. Sortant tout juste du tournage d'Escape from New York, John Carpenter débarque et constitue le noyau dur de sa petite équipe. Parmi eux, Dean Cundey, son directeur de la photographie, le directeur artistique John Lloyd qui serait donc en charge des décors, et Roy Arbogast qui se chargerait des effets de plateau. Les explosions, la fausse neige, tout ça. Enfin, concernant la conception de la chose elle-même, qui allait à coup sûr constituer le gros challenge du film, Carpenter engage Rob Bottin, 22 ans, spécialiste des effets de maquillage qui avait conçu les pirates morts-vivants de son film The Fog. C'est d'ailleurs Bottin lui-même qui incarnait le capitaine Blake dans le film. Et donc, Bottin se mit au travail, et autant dire que la pression était présente. Ce que Carpenter voulait éviter à tout prix, c'était d'avoir un homme en costume, comme dans les vieilles séries B, et comme dans La Chose d'un autre monde. Pour lui, ça ne fonctionnait pas. L'artifice était trop visible, et même Alien ne l'avait pas convaincu à ce niveau-là. Ce qu'il voulait, c'était une véritable créature qui paraisse bien vivante, et où l'on ne devinerait pas la silhouette humaine sous le costume. Bottin travaillait donc d'arrache-pied à établir un design satisfaisant, ce qui fut rendu d'autant plus complexe par le fait que la chose changeait d'aspect à chacune de ses apparitions. Il se donna donc pour mission d'éviter tous les clichés possibles et d'être digne du titre La Chose. Cette créature ne ressemblerait à rien de ce qu'on avait déjà vu au cinéma. L'idée était que, la chose étant capable d'imiter toute forme de vie, elle pouvait conserver en elle l'ADN de toutes les créatures qu'elle avait déjà imitées. Sa forme originelle serait donc une aberration regroupant les caractéristiques de plusieurs êtres vivants, tous plus monstrueux les uns que les autres. Ainsi, Bottin, aidé par Mike Ploog, artiste chargé des storyboards, parvint finalement à un résultat qui impressionna Carpenter. Et c'était pas gagné.
Du côté du directeur photo Dean Cundey, les idées fusent. En effet, Carpenter et lui aimeraient tourner le film en noir et blanc, mais pas de bol, le studio refuse. Les deux hommes se rapprochent alors du directeur artistique John Lloyd et le chargent de veiller à ce que les décors et accessoires contiennent le moins de couleurs possible, se concentrant sur des teintes de gris, marron et bleu foncé. Ils ont également une idée pour obtenir un rendu perturbant au niveau des mouvements de la chose. Ce qu'ils voudraient, ce sont des variations du nombre d'images par seconde, passer d'une vitesse très rapide à une vitesse lente, puis retour à une vitesse rapide. Le genre de truc que vous pouvez faire en un clic aujourd'hui sur votre logiciel de montage. Bande de connards pour y gâter. Du coup, ils reçoivent l'aide de Panavision, qui met au point une caméra expérimentale en partenariat avec Universal. Mais les tests ne sont malheureusement pas concluants, la caméra ayant tendance à surexposer certaines images pendant le procédé. Ils finissent donc par laisser tomber l'idée. Dommage. Du côté de John Lloyd, on s'active à préparer la construction des décors. Et si les intérieurs sont conçus au sein des studios Universal, en ce qui concerne les extérieurs, Carpenter tient à tourner en milieu naturel. C'est donc près de la ville de Stewart, en Colombie-Britannique, que l'équipe trouve son bonheur. En effet, il s'y trouve le plus haut glacier de l'hémisphère nord accessible en voiture, ce qui était nécessaire pour une question de logistique. La construction de 2 décors d'avant-poste où se déroule l'action du film est donc lancée en plein été, et une fois les décors prêts, il n'y aura plus qu'à attendre la neige, prévue pour décembre. Seulement, il y a un petit problème. Stewart a beau être un lieu de tournage parfait, en termes d'échelle, il manque de spectaculaire. En effet, Carpenter tient à mettre en avant le côté extrêmement vaste de l'Antarctique, avec ses immenses étendues de désert blanc à perte de vue, et ce ne sera pas possible à Stewart. Il est donc finalement décidé de tourner les plans du prologue en Alaska, sur le champ de glace Juneau. Et puis arrive alors une question problématique, le budget. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le lancement de la production, les studios Universal sont chauds pour pas investir trop d'argent. En gros, ils se disent que Carpenter, qui est habitué aux films indépendants à bas budget, saura se démerder avec 10 millions de dollars. Sachant qu'il a tourné Assaut en 20 jours pour 100 000 $ et Halloween pour 300 000 $ en 20 jours également, on peut comprendre qu'ils en soient arrivés à cette conclusion. Sauf que The Thing était un projet autrement plus complexe, qui allait donc nécessiter des moyens à la hauteur de ses ambitions. Au final, les estimations réelles du studio s'approchent finalement des 17 millions de dollars, et autant dire que ça jette un froid. Jeter un froid. Le pire, c'est que parmi ces 17 millions, 200 000 $ sont réservés aux effets spéciaux de Rob Bottin, et c'est loin, très loin d'être suffisant. Et quand l'équipe passe le message au studio, ce dernier s'offusque, déclarant qu'il s'agissait là de la plus grande somme qu'il n'avait jamais dépensée pour un film de monstre, et que niveau film de monstre, bah, il s'y connaissait un peu. Ce qu'Universal ne semblait pas comprendre à ce moment-là, c'est le fait que la conception de la créature serait sans précédent, et qu'elle allait faire appel à tout un panel de techniques différentes et inédites jusqu'alors. L'équipe des effets spéciaux s'attelle donc à établir une estimation du budget dont elle aura besoin, arrivant à la somme de 750 000 $. Tout en précisant que ce n'était qu'une estimation théorique, et qu'il se pourrait bien que ce soit plus cher. Évidemment, à Universal, on n'est pas enchanté par la nouvelle. On dépasse les 17 millions de dollars alors que c'était déjà beaucoup trop cher. Concernant le cachet des acteurs, pas de privilégiés, ils seraient tous payés 50 000 $. Mais ça, c'était avant que Kurt Russell, avec qui Carpenter avait travaillé sur un biopic d'Elvis et sur Escape from New York, ne soit casté dans le rôle principal. En effet, Russell étant une star, il hérite d'un cachet de 400 000 $. Et là, pour Universal, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est donc toute l'organisation qui est revue pour faire baisser le budget. Pour commencer, le planning du tournage est réduit d'un tiers. Ensuite, ils décident de se passer d'un décor, celui de l'avant-poste qui devait être reconstruit en studio pour les scènes de nuit. Tout le monde pensait qu'il serait impossible de tourner de nuit à Stewart sur le glacier, mais il allait bien falloir s'y résoudre, contraint et forcé par les impératifs budgétaires. Ensuite, une scène où l'un des personnages se fait tuer par la chose de façon très spectaculaire est coupée avec tristesse. Tout le monde adorait cette séquence, mais elle coûtait à elle seule 1,5 million de $. Enfin, il fut décidé de ne construire qu'un seul avant-poste à Stewart au lieu des 2 initialement prévus. Pour les séquences ayant lieu dans le deuxième avant-poste, ils utiliseraient en réalité le même décor. Résultat des courses, le budget est abaissé à 15 millions de $, dont 1,5 pour les effets spéciaux. Nous sommes désormais en juin 81. Le début du tournage est prévu pour fin août, mais Carpenter et une petite équipe se rendent en Alaska pour mettre en boîte les fameux plans du prologue auxquels le réalisateur tenait absolument. Ainsi, pendant toute une semaine, ils vivront au sein d'une station composée d'universitaires étudiant la glaciologie et la météorologie. Le point positif, c'est que cette expérience va permettre à l'équipe de s'imprégner de l'ambiance pour mieux être capable de la retranscrire à l'écran. Mais ils vont également vite réaliser à quel point le tournage à Stewart risque d'être compliqué. Fin août, le tournage de 12 semaines démarre enfin officiellement au studio Universal, ce après avoir réuni les acteurs pendant 2 semaines pour des répétitions et pour qu'une véritable dynamique de groupe s'instaure entre eux. Pour plus de réalisme, les décors d'Universal sont réfrigérés, il y fait donc moins 2 degrés Celsius. Le but étant d'obtenir une sensation de froid palpable, notamment quand on peut voir le souffle des acteurs. Par conséquent, on a beau être en plein été, l'équipe se trouve obligée de porter des vêtements chauds pour ne pas tomber malade. Concernant les effets spéciaux, tout le monde fut extrêmement impressionné par le travail de Rob Bottin, en particulier Carpenter qui était aux anges, le rendu étant effectivement très loin de l'homme en costume. Les effets spéciaux de Bottin requièrent absolument toutes les techniques imaginables, avec entre autres des marionnettes, des plans filmés à l'envers, des systèmes de contrôle radio, des systèmes de fil, des systèmes hydrauliques. Cependant, tout ne se passe pas pour autant sans incident. Un jour, l'équipe est sur le point de tourner une scène où la tête d'un des personnages, imité par la chose, est censée se détacher de son corps. Bottin a donc mis au point une fausse tête et a rempli son cou d'une concoction dont il a le secret, qui formera une sorte de pâte censée s'étirer comme du chewing-gum. Bref, au moment de tourner, Carpenter demande à ce que du feu soit visible à l'image, ce pour rester dans la continuité du plan précédent où McCready, incarné par Kurt Russell, carbonise le corps à l'aide d'un lance-flamme. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, personne ne s'en rend compte, mais la pièce est en train de se remplir de vapeur explosive émanant de la fameuse concoction de Rob Bottin. Un technicien se ramène donc avec ce qu'il faut pour faire un feu, allume un briquet, Carpenter crée action et il a eu droit à de l'action.
Le faux corps explose littéralement. Pas de blessés à signaler, mais un petit feu sur le décor et quelques heures de retard sur le planning. Ça aurait pu être pire. Toujours est-il que Bottin donnait tout ce qu'il avait pour ce projet, au point de trop en faire. En effet, l'homme travaillait 7 jours sur 7, était sur le plateau jour et nuit, et dormait dans son atelier. Ce qui devait arriver finit donc par arriver, et Bottin finit à l'hôpital en plein burn-out. Stan Winston est alors appelé à la rescousse, et c'est à lui que l'on doit la créature canine du début du film. Cependant, tous ces efforts investis dans les effets spéciaux ne sont pas du goût des acteurs, qui se sentent mis de côté. Un sentiment qui perdurera jusqu'à la fin de la production. Après toutes ces péripéties, le tournage au sein des studios Universal est achevé, ne reste plus qu'à tourner les plans à Stewart. Mais pas tout de suite. En effet, suite à un appel à la grève prévu pour le mois de novembre, soit en plein milieu du tournage, une pause avait été aménagée dans le planning. Profitant de cette pause d'un mois, Carpenter commence le montage du film et n'est pas du tout satisfait du résultat. Bien sûr, il manque une grande partie des plans, mais pour le moment, le film est mou. Il manque d'intensité, de suspense, et le temps paraît bien long entre deux apparitions de la chose. Cerise sur le gâteau, les enjeux ne sont pas clairs, et le concept de l'assimilation, soit la capacité de métamorphose de la chose, qui est censé être le cœur de l'intrigue, l'est encore moins. Carpenter décide alors de réécrire une grande partie du film. Il fait en sorte que l'assimilation soit clairement expliquée, que certaines scènes déjà tournées à Universal se déroulent désormais en extérieur pour pouvoir les tourner à Stewart, et demande la création d'un décor en intérieur à Stewart pour pouvoir y tourner quelques nouvelles scènes. Si tout se déroule comme prévu, les défauts seront corrigés, et il en résultera un film bien meilleur. Le 2 décembre, l'équipe composée d'une centaine de personnes débarque donc sur le glacier. Et ils vont en chier. Le tournage dans les extérieurs enneigés va vite s'avérer être le plus éprouvant de la carrière de Carpenter. Si le sentiment de solitude était bien présent et a grandement aidé les acteurs à s'immerger dans leur rôle, c'était clairement l'un des seuls points positifs du tournage. Pour commencer, il était très difficile d'arriver sur les lieux, uniquement accessible via une petite route de montagne. Un jour, le bus transportant les acteurs fait carrément une sortie de route. Plus peur que de mal, heureusement. En plus de ça, les moins 30 degrés Celsius ne font du bien à personne, et encore moins aux caméras, dont il arrive que les lentilles gèlent carrément. Autre problème, le passage du chaud au froid qui ne plaît pas non plus aux caméras. En effet, l'équipe se rend vite compte qu'après une nuit passée au chaud, de la buée se formait sur les lentilles une fois les caméras en pleine neige, buée qui mettait des heures à disparaître. Il est donc décidé de laisser l'équipement sur place tous les soirs. En plus de ça, la météo est bien sûr très changeante, ce qui fait qu'obtenir une continuité logique entre les plans s'avère compliqué. Il ne se fie donc plus au planning et tourne les scènes en fonction du temps. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le jour ne dure pas longtemps, et c'est donc une course contre la montre pour tourner tous les plans nécessaires dans le temps imparti. Putain, rien que de raconter tout ça, je suis crevé moi. Mais aussi sûr que toutes les bonnes choses ont une fin, toutes les mauvaises également. Et fin décembre, l'équipe finit par quitter Stewart. Wouh! Mais le tournage continue. What? En effet, Carpenter a besoin d'autres scènes, d'autres plans pour coller à ses réécritures, et ses ajouts seront tournés à Universal Heartland, au sein du bâtiment où Rob Bottin avait son atelier. Carpenter en profite également pour tourner une fin alternative pour se couvrir, au cas où le studio ne valide pas la fin actuelle. Et c'est une fin de tournage! Reste donc le montage, quelques plans à effets spéciaux, et la musique. Comme vous le savez peut-être, Carpenter est lui-même musicien, et c'est généralement lui qui signe la BO de ses films. Seulement, sur ce projet, même s'il aurait bien voulu gérer l'aspect musical, ce n'était pas faisable dans les délais impartis. En novembre, pendant la pause au milieu du tournage, l'équipe propose donc le projet à Jerry Goldsmith, déjà à l'œuvre sur Alien, mais ce dernier n'est pas disponible. Après réflexion, Carpenter décide de contacter le seul à qui il accepterait de déléguer l'aspect musical de son film, à savoir le légendaire compositeur italien Ennio Morricone. Le problème, c'est que lui non plus n'est pas disponible. En effet, il s'apprête à passer un an en compagnie de son ami Sergio Leone pour travailler sur son film Il était une fois en Amérique. Mais Carpenter et ses producteurs insistent. Ils lui envoient le script traduit en italien avec une bouteille de vin en espérant le convaincre, et le compositeur accepte finalement de voir le film. Une projection est donc organisée début décembre, alors que le tournage à Stewart commence à peine. Le montage projeté au compositeur n'est donc qu'un brouillon inachevé, mais Morricone déclare que si l'équipe accepte de venir à Rome pour en discuter, il verra ce qu'il peut faire. Début janvier, Carpenter part donc à Rome à la rencontre de Morricone et fait de son mieux pour lui communiquer ce qu'il souhaite obtenir musicalement. La barrière de la langue posant problème, Carpenter lui joue carrément quelques notes au piano pour le guider. 2 mois plus tard, lors des sessions d'enregistrement à Los Angeles, Morricone leur fait écouter ce qu'il a composé. Carpenter est ravi du résultat, mais cependant, certains morceaux ne collent pas à l'ambiance qu'il recherche. Morricone a composé des morceaux incroyables, mais trop orchestrés, et Carpenter, habitué à travailler avec un synthétiseur, veut de la simplicité. Beaucoup des compositions de Morricone ne seront donc finalement pas utilisées au sein du film, et Carpenter composera lui-même quelques morceaux à la dernière minute. Pas facile de déléguer quand on est multitâche. Et donc, une fois la musique enregistrée, le film est quasi achevé. Quasi achevé parce qu'il allait devoir passer par des projections test. La première a lieu en mai 82 à Las Vegas. Tout le monde retient son souffle, Carpenter encore plus, lui qui, je le rappelle, a subi le tournage le plus difficile de sa carrière, et le film n'est pas accueilli chaleureusement par le public. Malgré la réussite incontestable des effets spéciaux, ses effets gore outranciers et son nihilisme le coupèrent de la majorité du public. Face à ces retours plus que mitigés, il fut demandé à Carpenter s'il pouvait remonter les scènes problématiques pour rendre le film plus supportable, ce qu'il refusa, arguant que les effets devaient être aussi intenses que possible pour que le film fonctionne. Étonnamment, personne n'insista. Cependant, il y avait un autre élément qui posait problème, à savoir la fin du film, jugée trop ambiguë. Ainsi, après avoir obtenu des réactions similaires du public lors d'une projection test à Denver, le studio demanda à ce que la fin soit modifiée. Ceci fait, et à quelques jours de valider le montage du film et d'envoyer les copies aux salles de cinéma, le studio organise 2 projections test en simultané. Dans une salle, il diffuse le film et sa nouvelle fin, et dans l'autre, le montage avec la fin originale.
Suite à la projection, 2 questions sont posées au public. Ont-ils aimé le film et ont-ils aimé la fin? Résultat, la nouvelle fin est préférée de 4%. Un succès tonitruant donc. Emballé par ces chiffres exceptionnels, Universal décide donc de partir sur cette fin, ce que l'équipe accepte avec regret, estimant qu'elle va totalement à l'encontre de l'esprit du film. Sauf qu'après y avoir réfléchi tout un week-end, le producteur Stuart Cohen s'emploie à organiser d'urgence une réunion avec le président du studio Ned Tannen et John Carpenter, où lui et le réalisateur vont insister pour conserver la fin originale, prétextant que 4%, ça ne change absolument rien dans la balance. Par chance, Tannen finit par accepter. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a de grandes chances que The Thing se plante au box-office. Désespéré, le studio décide de revoir l'aspect promotionnel à la dernière minute. Le poster très sobre en noir et blanc est donc remplacé par la fameuse silhouette au halo blanc, et l'accroche Man is the warmest place to hide, l'homme est la cachette la plus chaude. Ça passe mieux en anglais, hein? Est remplacé par The Ultimate in Alien Terror, la terreur alien ultime, histoire de surfer sur le succès du film de Scott. Mais rien n'y a fait. The Thing, sorti le 25 juin 82, est accueilli avec froideur tant par les critiques, qualifiant le film de dégueulasse, pas effrayant et ennuyeux, que par le public. Financièrement, ce fut donc loin d'être un succès, et il ne rapporta que 3 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation, des chiffres bien en deçà des estimations du studio. Il terminera sa course à 19 millions, parvenant à peine à rembourser son budget. Selon Carpenter, plusieurs facteurs peuvent expliquer cet accueil. Déjà, le succès d'E.T., sorti 2 semaines plus tôt, n'a clairement pas aidé son film. On avait là 2 antipodes de ce que pouvait offrir le cinéma de science-fiction, avec d'un côté un film violent et nihiliste, et de l'autre un film touchant et positif, ce dont le public semblait avoir grandement besoin à cette époque. Avec The Thing, le public aurait certainement voulu voir l'humanité triompher face à la menace extraterrestre et partir vers le soleil couchant en se tapant dans le dos. Et autant dire que c'était clairement pas l'ambiance. En réalité, le public n'était pas prêt pour The Thing, et Carpenter fut grandement affecté par cet échec. Ce ne fut d'ailleurs pas sans conséquence, car suite à ce flop, son film Firestarter, adapté de Stephen King et scénarisé par Bill Lancaster, alors en pleine pré-production, fut annulé par Universal. Mais avec les années, grâce aux rediffusions télé et aux exploitations en vidéo, The Thing est petit à petit réévalué par le public. Aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs films de son réalisateur, et un des meilleurs films de science-fiction horreur, ayant grandement marqué plusieurs générations de cinéphiles et de cinéastes. The Thing est le premier volet de la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, poursuivi avec Prince des Ténèbres en 87 et L'Antre de la Folie en 95. On est sur du feel-good movie. Tout comme la nouvelle dont il s'inspire, le film prend place au sein d'une station de recherche perdue au milieu de l'Antarctique. Un beau jour, des Norvégiens en pleine crise de folie et poursuivant un chien de traîneau débarquent en hélicoptère. Ils sont rapidement mis hors d'état de nuire et le chien est accueilli au sein de la station. Sauf que ce n'est pas un chien de traîneau, mais une créature extraterrestre qui en a pris la forme. Lorsque les hommes s'en rendent compte, ils la carbonisent, mais la panique les gagne rapidement. Se pourra-t-il que la créature ait pris possession de l'un d'entre eux? Et comment le savoir? McCready, le pilote d'hélicoptère incarné par Kurt Russell, va faire de son mieux pour gérer la situation, mais entre la paranoïa des hommes et la chose elle-même, les événements deviennent vite incontrôlables. Et du coup, The Thing, c'est une tuerie. Dans tous les sens du terme. Dès les premières images, qui nous plongent directement au milieu de l'action, on se retrouve envahi d'un sentiment de désespoir qui va perdurer jusqu'à la fin. La panique des Norvégiens est contagieuse, et nous, en tant que spectateurs, nous nous doutons que ce chien de traîneau n'est pas ce qu'il semble être, ce qui va participer à découpler la tension, car les personnages, eux, ne se doutent de rien. On passe ainsi la première demi-heure du film à se demander quand la bête va-t-elle frapper, tout en le redoutant. Et lorsqu'elle se révèle enfin, dans toute sa monstruosité, ces images extrêmement dérangeantes sont juste inoubliables, et sublimées par un design sonore incroyable. Le travail de Rob Bottin, aidé par Stan Winston, est formidable. Que ce soit en termes de design ou de rendu final, je trouve ça vraiment impressionnant encore aujourd'hui. De bons vieux effets spéciaux à l'ancienne, quand c'est bien fait, ça vieillit pas et y a que ça de vrai. Difficile de rester insensible à cette aberration difforme semblant tout droit sortie de nos pires cauchemars. Voir cette chose, cette monstruosité prendre vie, c'est clairement une expérience marquante. Généralement, dans les films de monstres, il y a un principe qui veut que moins on voit la créature et plus le public aura peur d'elle, car rien n'est plus terrifiant que l'imagination. Ça peut être un parti pris de mise en scène, tout comme ça peut être guidé par des impératifs pratiques. Quand votre monstre ressemble à rien ou que votre requin fonctionne pas correctement, vaut mieux éviter de le montrer. Mais ici, Bottin a souhaité prendre ce principe à revers et montrer la chose dans toute sa splendeur horrifique. Et ça lui a encore plus compliqué la tâche. Pas de cache-misère possible, pas de monstre dans l'obscurité dont on devinera à peine la silhouette. La chose allait devoir littéralement prendre vie, sous peine que le film soit complètement raté. Et putain, elle a pris vie. Grandement aidé par la photographie de Dean Cundey, brillant chef opérateur qui s'occupera quelques années plus tard de Roger Rabbit, Les Retours vers le futur et Jurassic Park. Autant dire qu'il a pas peur des défis techniques. Bien conscient que la photo allait jouer un rôle essentiel dans la réussite du rendu final de la chose, Cundey s'est employé à faire en sorte que chacune de ses apparitions baigne dans une lumière à même de mettre en valeur la présence physique du monstre et son côté tactile. La lumière dans ce genre de cas, ça passe ou ça casse. Trop de lumière et on voit que c'est du plastique, pas assez de lumière et on voit quasi que dalle, ce que Bottin et Carpenter voulaient éviter. Mais Cundey, il a géré ça comme un chef, et tout le film profite d'ailleurs d'une maîtrise visuelle vraiment plaisante, avec comme parti pris d'utiliser le plus possible des lumières naturelles, comme les torches des personnages et les lance-flammes, ce qui résulte en un rendu réaliste accentuant le malaise général. Malaise général qui doit également beaucoup
beaucoup au décor de John Lloyd. Extrêmement immersif, le sentiment d'isolement total est omniprésent. On se sent coincé avec les personnages, eux-mêmes coincés avec la chose. On passe un bon moment. Les personnages apportent d'ailleurs énormément au film grâce à un casting impeccable, Kurt Russell en tête. Ils disposent tous d'une personnalité propre et leurs réactions réalistes font que l'on s'identifie à eux sans aucun mal. En réalité, ils sont le vecteur du thème principal du film, la paranoïa. Et pour exprimer ce sentiment d'insécurité et de méfiance permanente, il fallait de bons acteurs. C'est un check. Et un bon metteur en scène. Vous l'avez? Carpenter signe là ce qui constitue pour moi son meilleur film. Si le film fonctionne toujours autant, c'est en grande partie grâce à sa maîtrise du suspense et à la façon dont il fait grimper la tension, que ce soit en nous prenant par surprise, ou en utilisant ce qu'on appelle l'espace négatif, soit la partie vide d'un plan autour d'un personnage. La façon dont certains plans sont composés donne en effet l'impression que quelque chose pourrait surgir à tout moment, participant à ce sentiment constant de paranoïa. Du grand art. Carpenter est ainsi parvenu à éviter ce qu'il redoutait, à savoir que le film soit composé de périodes d'attente entre deux apparitions de la chose. Non, le rythme est maîtrisé, le script est très bien écrit, ou réécrit du coup, et on n'a pas une minute de répit, pas le temps de s'ennuyer, même dans les scènes sans effets spéciaux. Le fait que la chose puisse être n'importe qui est un formidable ressort narratif. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas qui elle est, ce qui fait que quoi qu'il arrive, on passe le visionnage accroché à son siège. Le concept de l'assimilation et les enjeux sont d'ailleurs présentés avec clarté grâce aux réécritures de Carpenter. De manière générale, The Thing est donc bien plus fidèle à la nouvelle que le film de 51, qui avait fait une croix sur l'assimilation. C'était le but qu'ils s'étaient fixé, et force est de constater qu'ils sont restés fidèles à leurs intentions. Pas de carotte intellectuelle ici. La nouvelle contenait en effet beaucoup de péripéties qu'on retrouve ici. La scène avec les chiens, le fameux test sanguin, sans doute la meilleure scène du film, et le twist final avec le personnage de Blair. La grosse différence par contre, c'est la fin. Ça va spoiler. En effet, la fin de la version de Carpenter est bien plus marquante que celle de la nouvelle, et même du film de 51. Dans ces dernières, les hommes parvenaient à se débarrasser de la chose, et on avait droit à un beau discours sur le triomphe de l'humanité, l'Amérique, face aux méchants extraterrestres. Les Russes, les communistes, tout ça. Bref, il y avait un côté c'est nous les plus forts et on s'en sortira toujours face à l'adversité. À la fin du film de Carpenter par contre, McCready fait exploser la chose en même temps que toute la station de recherche et se retrouve seul avec Childs qui avait disparu depuis un moment. Les deux hommes se font face, bien conscients que leurs chances de survie sont désormais minimes, et décident d'attendre. Ainsi s'achève le film. Plusieurs questions subsistent donc. Childs est-il devenu la chose? Ou McCready lui-même? Ou les deux? Ou aucun d'eux? C'est possible aussi. Et l'ambiguïté de cette fin est tout simplement parfaite, dans le sens où elle reste totalement fidèle au principe de paranoïa sur lequel est basé tout le film. Même à la fin, tout comme les personnages, on ne sait pas à qui accorder notre confiance. C'est nihiliste et c'est très fort. Mais ça n'a pas plu au public de l'époque. Ça me permet d'ailleurs de revenir rapidement sur les fins alternatives. La fameuse deuxième fin qu'Universal avait montée à la va-vite en fait, c'était la même fin, mais sans le personnage de Childs. On voyait simplement McCready seul dans la neige, attendant son destin funeste. On peut donc se féliciter que Carpenter et le producteur Stuart Cohen aient insisté pour conserver la fin originale, en lieu et place de cette fin sans saveur. Mais c'est pas tout, il y a aussi une autre fin alternative. Comme vous vous en rappelez peut-être, un peu avant la fin du tournage, Carpenter avait tourné une autre fin au cas où. Au cas où le studio veuille une autre fin. Sauf que c'est pas logique parce que ça a été le cas et il l'a jamais ressorti cette fin. Du coup, on est sur un gâchis de pellicule en bonne et due forme. Bravo, John. Bref, dans cette fin, on retrouvait McCready, le dernier survivant, pris en charge à la station McMurdo et subissant un test sanguin qui nous révélait qu'il était bien humain. Là non plus, zéro ambiguïté, une fin sans prise de risque et sans saveur. Pas de regret donc, rien ne vaut la vraie fin avec cette ambiance d'apocalypse et son thème musical devenu mythique. La BO est d'ailleurs globalement une réussite où les compositions orchestrales de Morricone côtoient le synthé minimaliste de Carpenter, le meilleur des deux mondes. On n'a d'ailleurs jamais eu la confirmation officielle quant à qui a effectivement composé le thème principal, mais bon, le style fait beaucoup trop penser à Carpenter pour que ce ne soit qu'un hasard. Toujours est-il que quelques morceaux de Morricone non utilisés dans le film se retrouveront 33 ans plus tard dans Les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui fut clairement conçu comme un hommage à The Thing. Un huis clos avec Kurt Russell en plein blizzard où les personnages se demandent qui est le monstre caché parmi eux, le tout composé par Ennio Morricone? Parce que oui, The Thing continue d'inspirer les cinéastes. Symbole d'un monde froid et désespéré où l'on ne peut plus faire confiance à personne, The Thing aura marqué de son empreinte le cinéma d'horreur et de science-fiction, offrant une vision profondément pessimiste de l'humanité. C'est un film sombre et violent, dont on ne ressort pas indemne, mais ça reste avant tout un très grand film, le chef-d'œuvre d'un réalisateur au sommet de son art. Le public est passé à côté à sa sortie, mais quoi qu'il arrive, le temps finit toujours par rendre justice aux œuvres qui le méritent, et ce film, il le mérite. Pour gagner un des 5 exemplaires de la chose aux éditions Bélial, dans un premier temps, il vous sera demandé d'aller les suivre sur les réseaux sociaux. Et faites pas les malins, je le saurai si vous le faites pas. Dans un second temps, il va vous falloir répondre aux 3 questions suivantes. Question 1. Quel est le titre du mensuel qui a publié Who Goes There pour la première fois? Question 2. Dans quel film John Carpenter a-t-il rendu hommage à la chose d'un autre monde quelques années avant de tourner The Thing? Question 3. Sur quel lieu précis ont été tournés les plans de l'hélicoptère poursuivant le chien de traîneau dans The Thing? Envoyez-moi vos réponses par mail à subjectivementobjectif@gmail.com avant le 21 octobre avec comme objet concours The Thing et en mettant bien vos coordonnées. Le tirage au sort aura lieu le 21 octobre et je vous tiendrai informé dans la journée. Bonne chance à tous et un grand merci aux éditions Bélial pour leur collaboration. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si c'est pas déjà le cas et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!